Vincent, à toi de nous donner la conclusion avec ton topo. Merci beaucoup David, merci beaucoup Pierre pour l'invitation à ce cours sur le kératocone. Donc on va voir maintenant la partie greffe. 12 à 20% des patients qui ont un kératocone auront recours à une greffe. Donc ça c'est une statistique qui date un peu, peut-être que ça va baisser à l'avenir avec les progrès du cross-linking, des adenomateurs cornéens, des lentilles. Donc là ici, le résultat d'une greffe transfixiante chez une patiente qui a bien récupéré 10 dixièmes. Mais pas que, on peut avoir des complications assez redoutables comme ici une kératomycose. Donc la greffe reste une option de dernier recours chez un patient qui aura une intolérance aux lentilles de contact ou qui, malgré les lentilles de contact avec une opacité apicale, ne remonte pas bien son acuité visuelle, ou une amélioration insuffisante avec des anneaux intracornéens. C'est un traitement de dernier recours qui reste palliatif, comme chez un de mes patients ici qui a fait un e-drops sur la collerette. Donc, il faut greffer plus large, mais on voit que la maladie peut continuer à progresser sur sa collerette qui n'avait pas été greffée il y a de nombreuses années. Donc, quel gain visuel on peut attendre avec une kératoplastie transfixiante? On voit ici les données du registre australien des greffes et du kératocone. On voit que la majorité des patients sont greffés entre la main bougée contre les doigts jusqu'à 3 à 4 dixièmes et qu'en post-op, une majorité ont plus de 5 dixièmes. Donc on a plus de 70% des patients qui ont plus de 5 dixièmes à 11 ans post-op. Donc on peut avoir quand même avec la greffe de bons résultats visuels. Le risque de rejet est moindre chez les patients kératocones que lors de toutes les autres indications de greffe de cornée, pour kératite herpétique ou autre par exemple. Donc voilà, ça c'est un point quand même positif. Par contre, la kératoplastie transfixiante est associée à une perte endothéliale plus importante que la perte endothéliale physiologique. Donc, il a été suggéré avec les années de conserver l'endothéliodesmète des patients, comme on peut le voir sur cette petite animation. Voilà. Et en greffant uniquement la partie stromale prédécémétique de la cornée du donneur. Donc, quels résultats on peut en attendre? J'ai essayé de refaire un peu le tour de la littérature. J'ai trouvé cette méta-analyse qui comparait les résultats de plus de 1000 CLAP à plus de 5000 kératoplasties transfixiantes. En termes de résultats sur l'acuité visuelle à 6, 12, 24 mois, on a des résultats qui sont relativement similaires. En termes de taux de rejet, le fait de conserver l'endothéliodesmète, on a moins de rejet en CLAP qu'en kératoplastie transfixiante. Et en termes d'échec de greffe, soit primaire, soit au plus long cours, on a finalement un taux d'échec qui est à peu près similaire. Par contre, les résultats ils seront assez intéressants sur la perte endothéliale, on en a parlé, mais aussi sur les complications. On a moins d'hypertonie oculaire avec les CLAP, on a moins de cataracte avec les CLAP. Donc, fin des années 90, Mélès a proposé une technique de dissection, initialement de viscodissection. Donc, voilà, je présente ici une première, en première partie la technique un peu historique de Mélès, qui faisait une trépanation non perforante avec un lit, en laissant un lit stromal résiduel de 150-200 microns. Donc, ici, on peut voir qu'avec la spatule de Mélès, et de l'air injecté en chambre antérieure, on arrive à appréhender la profondeur de dissection et à faire une dissection prédécémétique. Donc, dans cette vidéo, on peut voir voilà, donc l'après-trépanation. Donc, on fait une trépanation non perforante, on règle son trépan pour trépaner 350, 400 ou 450 microns selon l'opérage qu'on aura fait en OCT préopératoire. On peut faire une petite parasynthèse pour injecter l'air en chambre antérieure. Puis avec les spatules on peut se faire une petite poche pour aller chercher encore un peu plus le stroma profond directement. Et avec les spatules de Mélès, faire la dissection manuelle. Il me semble que l'image est figée. L'image, pardon? L'image est figée, je pense, pour vous aussi. Ah. Pourtant, moi, j'ai une image qui défile. Ouais. Non, elle défile, je pense qu'elle défile, c'est bon, ouais. Ok. Elle est quoi? Ça défile ou c'est figé?
Ça passe. Ça défile du Donc voilà la fin de la dissection manuelle. Donc après, on prépare le greffon du donneur. On peut s'aider de bleu pour peler la desmette, soit avec une pince, soit avec une petite éponge. Et on va après appliquer ce greffon sur lequel on aura enlevé l'endothélio-desmette et le suturer à la manière d'une kératoplastie transfixion, en faisant néanmoins bien attention de ne pas perforer son endothélio-desmette qu'on aura réussi à conserver. Donc voilà, on peut laisser un peu d'air en chambre antérieure pour favoriser la cicatrisation entre le greffon du donneur et l'endothélio-desmette. Donc ces techniques de MLS qui n'étaient pas évidentes jusqu'à ce que l'OCT péropératoire s'invite dans nos microscopes et ont été un peu remises au goût du jour parce que on peut faire une dissection qui sera bien mieux contrôlée, on pourra vérifier qu'on n'a pas de petits fragments dans l'interface. Et voilà, c'est vrai que ça donne une sécurité opératoire d'avoir un OCT qui est quand même non négligeable quand on fait une kératoplastie lamellaire manuelle. Voilà. De façon un peu accélérée, donc on fait la dissection en 2 flaps. C'est un peu plus confortable, on a un peu moins de risque de perforer qu'en tirant sur un gros flap de 450 microns. Donc voilà, une fois qu'on a bien complété la dissection, on va aller suturer le greffon de façon classique, comme sur la technique sans OCT. Donc en 2002, un noir a publié une technique de Big Bubble qui consiste en une aérodissection d'air, donc une injection d'air dans le stroma profond qui va créer un plan de dissection entre l'endothélio-desmette et le reste du stroma. Puis là, on coupe le stroma en 4 cadrans et on va se retrouver dans la même situation de greffon endothéliaux sans endothélium greffé. Donc l'équipe de Toulouse a publié une variante de la technique de Big Bubble en 2 temps, avec un premier flap cornéen avant la Big Bubble pré-esthétique. Alors, quel est le taux de conversion de ces techniques de Big Bubble? Selon la littérature, on va des équipes très, très performantes à moins de 5% de conversion, à des équipes plus classiques à près de 50% de conversion kératoplastie transfixiante. Elle ne sera pas indiquée, la Big Bubble, en cas de cicatrice profonde, notamment après un e-drops, car on a une grande probabilité de rompre d'emblée la desmette. Alors, les lasers femtosecondes ont permis de progresser encore un peu plus sur ces techniques de Big Bubble. Ici, c'est une technique publiée en 2012 où on va créer un tunnel qui va permettre d'accéder directement au stroma profond et de sécuriser un peu plus l'injection d'air. Donc ça, c'est une greffe au laser femto que j'ai réalisée avec le laser, le LDV-Z8 de Zimmer, donc qui a le gros avantage d'avoir un OCT embarqué dans le laser femto. Donc on peut vraiment repérer déjà la création d'un premier flap de 200 microns, la création du tunnel par lequel on va faire l'aérodissection. Accélérer un petit peu cette partie. Voilà. Donc on enlève un premier flap d'environ 200 microns, ce qui permet d'accéder au tunnel qui sera vraiment presque prédesmétique, à on va dire une profondeur d'environ 80-100 microns. Et on va faire la technique de la Big Bubble et une aérodissection de façon un peu plus sécurisée qu'avec une aiguille 27 gauge ou avec une canule. Donc, on peut le suivre en OCT, où on a pu voir en temps réel la délamination, l'aérodissection
de l'endothélium des semelles, puis on va après effondrer le toit stromal. On peut s'aider d'un peu de visqueux pour repousser un peu plus encore l'endothélium des semelles. Et ici, moi j'utilise volontiers les spatules de Mélès qui sont assez peu traumatiques et qui permettent de compléter la dissection du stroma. Voilà, je vais avancer un peu la vidéo. Voilà, on se retrouve ici avec une endothéliome des semelles assez propre. Donc là, chez cette patiente, j'avais pelé l'endothéliome des semelles du donneur avec une pince. Il va rester environ 1 minute pour conclure. Il me reste 1 minute pour conclure. Donc voilà, la suture après des techniques Opemto. Donc si on compare les techniques manuelles versus technique Big Bubble, on a des résultats qui seront globalement similaires. On voit ici qu'en technique manuelle, on laisse un petit lit de stroma antérieur qui, en 2012, a été décrit comme la couche de Dua, finalement, qui est une couche de collagène dense prédécémétique d'environ 10 microns. On peut le voir à gauche où on voit les brins de collagène cassés qui sont visibles et qui correspondent à une Big Bubble de type 1, alors qu'en Big Bubble de type 2, on a directement l'endothéliome des semelles et pas de fibre de collagène, donc il sera bien évidemment beaucoup plus fragile. La Big Bubble de type 1 débute par le centre, est en forme de dôme bien circonscrite, bordée de blanc, alors que la type 2 est une bulle à paroi mince et à bordure claire. Et enfin, si on peut conclure sur la gestion des complications des claps, ça sera soit des micro-perforations, soit des doubles champs. Donc, j'avais présenté à la Saphir il y a 2 ans cette vidéo de gestion des micro-perforations. Alors, je vais l'avancer un peu. Hop, on voit ici les micro-perforations. Voilà, on peut proposer de faire une petite réparation après avoir bien séché l'endothéliome des semelles. On peut s'aider de colle biologique, du mélange fibrinogène thrombine active, qui peut permettre de finir une clap qui avait eu une micro-perforation. Alors l'autre complication, on va dire, possible, si je reviens un peu avant, des claps, ça va être d'avoir une double chambre comme ici. On voit que l'endothéliome des semelles est complètement séparé du stroma, donc la gestion de cette complication, ça va être de gonfler et d'injecter de l'air vraiment en jambe antérieure qui sont placées sous la des semelles. Voilà, je vais conclure sur les traitements post-op des claps où on peut faire une décroissance thérapeutique plus rapide, une ablation des sutures à partir de 6 mois et, dans le cas idéal, avoir des très bons résultats réfractifs. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Pierre, tu nous fais le mot de la fin peut-être ? Ouais, merci à tous les orateurs pour ces topos. Je pense qu'on est juste sur le timing, donc c'est parfait. Voilà, ça permet d'avoir un panorama un petit peu de ce qui se fait actuellement dans le kératocone. Vous l'avez vu, de la stabilisation jusqu'à la réhabilitation par des lentilles qui restent quand même la première intention. Et puis ensuite, sur le plan chirurgical, un peu plus sophistiqué avec Olivier et enfin la greffe en dernier recours. Donc merci encore, je pense qu'on va pouvoir conclure cette session. Merci à tout le monde et très bonne continuation. Merci à tous et n'oubliez pas de vous protéger et de vous vacciner. Merci. Bon week-end. Merci David, merci Pierre, merci à tous. À bientôt.